Yop les pilotes, et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive, les essais routiers. On revient avec une voiture américaine aujourd'hui, une par saison pour l'instant, c'est pas si mal. Et puis celle-là, vous la connaissez tous, mais est-ce que vous la connaissez vraiment? C'est une Jeep Willys de 1943. C'est parti. Salut Michel. Bonjour. Bienvenue dans le paddock. Oui, merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, tout à fait. Pour information, nous sommes en octobre, il fait beau, étonnamment, mais voilà, tournage de fin de saison. On devrait être dans la neige, mais presque, mais il fait 20 degrés. C'est ça, ouais, il fait pas loin de 20 degrés en plus. En octobre, c'est étonnant. Alors parle-nous un petit peu de ta Jeep. Alors, je vous présente ma Jeep, c'est une Willys de 1943. Elle a toujours été entretenue, restaurée, elle est au top, elle parcourt toute distance. C'est Bantam qui a inventé la Jeep. Ils ont été écartés parce que l'usine n'était pas forte assez, ils revenaient d'une crise de 36, ils n'étaient pas assez compétents pour absorber toute la production. Et c'est Willys et Ford qui ont eu le marché. Voilà, donc cette voiture-ci n'a été produite qu'en 4 ans, donc de fin 41 jusqu'à 45. Donc à savoir que donc Bantam avait déjà fait donc les prototypes, mais Jeep avait déjà fait son prototype aussi, donc la MA. Oui, la MA et la Jeep GP, la première, les pré-séries. Et Bantam a fait la BRC 40. Bantam a été écarté, on lui a donné un lot de Constellation, ils ont fabriqué des remorques pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà. Puis la Jeep a été arrêtée en 1945, on n'a plus produit de Jeep MB. Elle est passée, Ford a complètement arrêté. Et puis Willys a repris la commercialisation pour le civil, pour le personnage, pour les agriculteurs, pour tout ça. Ça s'appelait la CG, Civilian Jeep. Donc ils ont fabriqué des Jeeps jusqu'à encore maintenant, ça a changé de nom, jusqu'à la Wrangler, tout ça, ça existe toujours. Mais Ford a complètement arrêté. Et pendant la guerre d'Algérie, les Français avaient encore énormément de Jeep Willys et Ford. Et ils se sont retrouvés en panne de pièces, Ils ont redemandé à Hotchkiss, un fabricant français, de reprendre la fabrication de la Willys sous licence. Donc il y a eu, pendant encore une quinzaine d'années, des Jeeps qui ont été fabriqués, donc les mêmes que les Willys, par l'armée française, sous licence Willys. Et à savoir qu'en Asie, d'autres constructeurs aussi ont eu la licence. Alors, Mitsubishi en Asie, pour le Japon. Ouais, Mitsubishi pour le Japon et Mahindra pour les Indes ont fabriqué des Jeep Willys sous licence aussi, mais pas la version de guerre, la version d'après-guerre, donc la version civile, c'est CJ comme ils disent en Amérique. Voilà. L'armée française a liquidé les dernières Jeeps en 2000, donc il y a quand même que quelques années qu'elles n'existent plus. Ça a dû partir cher en plus. Maintenant, le problème, c'est que ça devient inaccessible. Avant, dans le temps, quand on achetait une Jeep, c'était le collectionneur du pauvre. On rachetait une Jeep dans une ferme, on la restaurait, on roulait comme ça. Maintenant, c'est devenu des prix astronomiques. Et on a dit, au 50e anniversaire de la Jeep, c'est fini, ça ne montera plus. Et je vois que ça n'arrête pas de monter. C'est devenu fou. Ah, c'est sûr. Fou. Quand je pense que mon grand-père en a eu une. Ouais. Ils s'en servaient comme tracteur agricole. Ouais, dans les années 50, c'était beaucoup, c'était fort populaire. Les fermiers avec ça. C'est cette période-là qu'il a eu la sienne. Voilà, ça a travaillé beaucoup. Bon, celle-ci, elle a servi beaucoup dans le civil. Elle était complètement usée. On a dû tout reprendre du châssis, les ressorts, les jumelles, tout était usé à un point qu'il a fallu tout remplacer, quoi. Voilà. La carrosserie, tout le plancher était réparé et tout ça. Il faut savoir que cette Jeep-ci, c'est encore une Jeep avec une carrosserie Willys, parce que jusqu'en fin 43, les deux fabricants Ford et Willys ont fabriqué leur carrosserie. Et après 43, ils ont fait travailler un sous-traitant et ils ont pris les carrosseries pour les deux marques ont eu les mêmes carrosseries, les composite body. Non, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que donc elle a été fabriquée par plusieurs constructeurs, mais à part des petits détails qui permettent de les différencier, visuellement, pour l'œil non averti, elles ont toutes le même look. Il n'y a pas un lettrage Willys, Jeep, Ford, Hotchkiss. Tout à fait. Pour les connaisseurs, toutes les pièces de Ford, surtout Ford, tout est poinçonné F. Il y a quelques différences dans le châssis, il y a des différences dans la carrosserie, des standards. Il y a quelques différences minimes, mais
toutes les pièces sont interchangeables. Vous allez prendre le moteur d'une Ford et le mettre dans une Willys, c'est exactement le même. Vous allez prendre le démarreur, la boîte de vitesse, tout est identique. Ça a été standardisé pour ne pas avoir de problèmes comme ça. Et puis bon voilà. Après dans les garages, dans les ateliers des armées, ben, on a tout mélangé. Les pièces ne sont plus tout à fait. Vous pouvez avoir une Willys avec un moteur de Ford et vice versa. Donc ça a été adapté comme ça, quoi. Voilà. Et alors l'armée française, eux ont refait un atelier de restauration qui s'appelait la Malle Tournée. Et là, toutes les Jeeps qui rentraient, donc que ce soit Ford, Willys, Hotchkiss, toutes les Jeeps rentraient, on démontait toutes les voitures. On mettait le capot, les roues, les essieux, le moteur par-ci, moteur par-là, tout était. Et puis on remettait tout en état, et puis on reprenait toutes les pièces, mais pas dans l'ordre. Donc ces Jeeps-là sont sorties, toutes hybrides, quoi. Elles avaient toutes sortes de pièces dessus. Voilà. Et normalement, il y a moyen de les reconnaître, c'est qu'elles ont un deuxième numéro de châssis qui commence par Malte, qui permet de savoir qu'elles sont passées par la Malle Tournée. Ouais, c'est ça. Donc ouais, elles ont des histoires à raconter, ces autos. Et pas seulement l'histoire de la guerre, d'autres histoires aussi sont à raconter à travers ces voitures. Ouais, tous les paysans, dans les années 50, on travaillait avec ça. Et puis, voilà, avant d'avoir leur tracteur et tout, ils ont racheté des Jeeps à l'armée américaine et ils ont travaillé avec ça longtemps. Ça roule toujours comme au premier jeu, mais voilà, elles ne sont plus utiles aux paysans. Elles sont utiles aux collectionneurs et aux reconstitutions de guerre, de bataille, tout ça. Ça reste des véhicules à la base militaire, donc ça a été conçu pour durer. Ah, ça a été conçu pour durer, voilà. Ouais. Alors tout est réparable, c'est-à-dire que c'est pas comme les voitures modernes où c'est des pièces serties, hein, et en plus il n'y a pas d'électronique, quoi, parce que bon, maintenant ça devient difficile ici, il n'y a pas d'électronique avec un bout de fil de fer, avec la toile isolante, vous dépannez, c'est fini, ça on ne peut plus faire ça maintenant. Et en plus, le réseau électrique est assez simple aussi. Oui, le réseau électrique. Il y a des phares, il y a des feux. Vous avez des phares, des feux, et c'est tout. Voilà, le clienteur, vous mettez votre bras, c'est tout. Il n'y a rien du tout. La Jeep, elle a 75 ans et elle n'est pas vieille. Elle est toujours dans le coup, elle est toujours à la mode. Et puis elle fait des choses que la plupart des voitures modernes ne savent pas faire. Je suis sûr qu'en franchissement, il n'y a pas grand-chose qui la suit. Ah non, tout à fait. Avec 4x4, c'est une des premières voitures à avoir le 4x4. Elle passe les talus, les fossés, elle est incroyable, elle a un réducteur. Non, c'est le top pour les balades, les tout-terrain et tout ça. C'est ça que les GI savaient ça, ils adoraient rouler avec ça, quoi. Et je pense que la raison qui a fait qu'il y en a autant qui sont restés en Europe après la guerre, c'est peut-être que ça leur coûtait moins cher de les revendre que de les ramener. Oui, elles sont restées ici en Europe après la guerre, elles ne sont pas reparties aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il n'y en a presque plus. Les MB et les GPW, il n'y en a presque plus aux États-Unis, il n'y en a quasiment pas eu. Tout est venu en Europe et dans le Pacifique, donc de l'autre côté japonais. On a donc ouvert le capot de la bête. Alors vous avez un petit moteur 2 litres 3, 2 litres 2, 4 cylindres, un Godeville, tout simple, soupape latérale, tout bête, voilà. Et spécification de la Willys ici, vous voyez le système électrique, il y a deux modes de câble, c'est tout ce qu'il y a. Il y a un klaxon bien sûr, mais il y a des phares, mais il n'y a rien du tout. Alors la petite spécification de l'armée américaine, c'est qu'en cas de panne pendant la nuit, ils avaient monté les phares sur des bascules. Donc vous basculez le phare dans ce sens-là, et vous savez éclairer votre moteur en cas de problème. C'est tout ce qu'il y a. Bon, alors, le réservoir d'essence, il est un peu comme une bombe, il est placé en dessous du chauffeur. Donc vous êtes assis sur une bombe, hein. Le tableau de bord est équipé d'une jauge à essence, d'un compteur, d'un ampèremètre, d'une pression d'huile et d'une jauge de température. Alors, les interrupteurs, point à la ligne, il n'y a pas de clé. Donc, pour démarrer la voiture, c'est cet interrupteur-ci. On dirait un robinet de réservoir de mobilette. On peut le voler comme on veut. Alors, il est équipé d'une boîte de vitesse à 3 rapports. Le premier rapport et la marche arrière ne sont pas synchronisés. Donc, il n'y a que la deuxième et la troisième qui sont synchronisés. Ça craque toujours un peu, c'est un peu délicat à travailler, mais voilà, c'était comme ça. Et à côté, les deux petits leviers que vous avez ici, le premier levier, c'est le levier du 4x4. Donc vous pouvez rouler en 4 roues motrices. Alors, quand vous repoussez le levier de droite vers l'avant, vous avez le réducteur. Donc vous avez réducteur et 4x4 en même temps.
Donc la Jeep a une poussée phénoménale, elle franchit n'importe quoi, elle peut grimper au mur, hein, comme on dit. Voilà. Les essuie-glaces, c'est typique au Willys, ce sont des essuie-glaces à dépression, c'est-à-dire qu'elles marchent sur la dépression du moteur. Donc si vous accélérez trop vite, les essuie-glaces s'arrêtent. Hein. Donc il faut gérer la puissance du moteur pour avoir des essuie-glaces, sinon ça ne marche pas. Il est équipé ici aussi d'une pioche et d'une pelle et d'une hache, ici, l'outillage des pionniers. Un jerrycan, tout à fait, un jerrycan d'essence supplémentaire, parce que ça consomme quand même 15-20 litres. Hein. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas des véhicules adaptés au jour d'aujourd'hui. Hein. Alors ici, il est équipé d'un tow bar, c'est un système d'accroche, c'est pour tirer les canons. C'est-à-dire que si la Jeep doit tirer un canon, et que le canon est trop lourd, on accroche ce système-ci, on l'accroche derrière une deuxième Jeep. Et on tire le canon à deux. Maintenant, si vous êtes en panne ou en difficulté, vous pouvez attacher cette barre-ci au crochet de la Jeep précédente et la Jeep va suivre toute seule. Elle ne va pas, il faut personne au volant, le volant va tourner tout seul, tout va marcher tout seul. Elle va suivre comme si c'était une remorque. C'est une voiture qui fait plaisir aux dépanneurs. Après, est-ce que ça tombe en panne? Des grosses pannes, on n'en a pas, c'est excessivement rare. C'est toujours des bêtises comme les vis patinées ou un gigleur bouché et tout. Bon, aussi le problème, les véhicules ne roulent pas beaucoup non plus, donc il faut regarder si les freins ne sont pas collés quand on la reprend en début de saison et tout, ça arrive aussi ça. Mais sinon, un gros problème, on n'en a pas, c'est rare, c'est excessivement rare. Alors, j'aimerais juste revenir sur un petit point. Oui. Donc, le moteur qui s'appelle donc Go Devil. Le Go Devil. Ça se traduirait littéralement par va au diable. Je suppose que c'est un moteur qui existait déjà dans la gamme avant. C'est un moteur qui existait déjà avant. Donc, qui a été créé. Mais il a été créé pour la Jeep. Hein. Il a été créé pour la Jeep, mais il a été créé en 40. Hein. Donc c'est un vieux moteur, c'est un vieux système. Donc il a quand même été conçu pour. Et alors ils ont mis celui-ci, de 2,2 litres ici, c'est ce moteur de 60 chevaux. Du coup, la question qui reste en suspens, est-ce qu'ils ont fait exprès de le surnommer Va au diable? Je ne connais pas le fond de l'histoire. Moi, juste pour la vanne, j'aurais peut-être l'appelé de la même façon, mais je l'aurais traduit en allemand, le nom du moteur. Juste pour emmerder un petit peu les Allemands à l'époque. Bien sûr, je n'ai rien contre les Allemands d'aujourd'hui. Hein. On parle juste d'un certain moustachu que tout le monde connaît. Teufel. Habituellement, on fait le tour du coffre. Là, le coffre, bon, le coffre, oui, mais le coffre, c'est limité à rien, quoi. Il n'y a pas de coffre. C'est tout. Et normalement, de l'autre côté, on met même les chaînes pour l'hiver. Ouais, bon, je ne les ai pas, mais il y a des chaînes prévues, on les met dans ces bacs-là. Et la petite grande chose que plus personne n'a aujourd'hui, la roue de secours. Ah oui, ici, c'est la roue de secours. C'est encore une roue de secours. C'est pas une petite roue de secours qu'on peut rouler qu'à du 40 à l'heure, là. C'est encore une vraie roue de secours. En même temps, en tant que militaire, être au milieu du champ de mine avec 4 roues de 16 pouces et une roue de 14... Bon. Et alors, ce sont des roues. Ces roues-ci ont été faites pour les GIs, pour démonter, pour changer les pneus. Il n'est pas question, il ne faut pas de machine à pneus, rien du tout. Vous décollez le pneu, vous démontez les boulons, la jante s'ouvre en deux. Vous ouvrez la jante en deux, vous changez votre chambre à air, vous mettez votre nouveau pneu, vous resserrez les boulons, point à la ligne. Il ne faut pas de machine, ni une minute, ni rien du tout pour tirer les pneus. C'est des grosses roues de vélo. Des grosses roues de vélo. Voilà. Ici, le système d'attelage. Voilà. Le crochet, c'est un bête de crochet avec un rond, c'est pas des boules. Bah bon, à partir du moment où tout l'outillage est équipé de ce type d'attache, ça pose pas de problème particulier. Je vous montre les remorques étaient équipées d'un anneau, les tow bars. Les tow bars, c'est la pièce qui est devant. C'était équipé d'anneaux, donc il n'y avait pas de boules et tout ça à ce temps-là. Les Allemands tendaient des fils à travers de la route pour zigouiller les Américains. Donc ils ont monté des barres ici avec un système pour accrocher le câble, que le câble casse. Quoi. Donc sinon ils étaient décapités. Il fallait juste espérer qu'il n'y avait pas une bombe reliée au bout du câble, sinon elle explosait. Ça fait bizarre de faire un clap en étant à côté de la voiture. Hop là. Voilà, alors le contact, comme tel contact là, ici. On a une position de conduite qui est particulière. Ah oui, c'est pas réglable. Voilà. Donc, contact vers le haut. Contact comme ça, ouais. Et le démarreur avec votre pied là-bas. Le petit champignon là. Ici, là. Oui. Elle va démarrer. Elle est en vitesse là ou... Oui, elle est en vitesse. Ça démarre bien, on peut aller chaud en même temps. Mais... Voilà, alors la première, elle est comme ça, vers l'arrière. Première, deuxième,
troisième. Et la marche arrière, elle est devant. Ok. Au niveau du frein à main, il n'y a pas de. Au niveau de Le frein à main il est pas mis. Ah, donc là, normalement, si je lâche l'engrenage et que j'accélère un peu, elle part. Alors là, j'ai fait une descente. Alors vous faites attention parce que les freins, c'est quand même pas. Oui, bah c'est 4 freins à tambour. C'est 4 freins à tambour, c'est quand même pas l'apogée. C'est vrai que la position de conduite est très particulière et il paraît que les GI sur les MA se plaignaient, donc c'était pire encore sur les NA. Apparemment ils étaient plus allongés, je vais dire, par rapport à Il ici. n'est pas la même position. Non, ici on est assez relativement droit. Ouais. Et alors le siège, les sièges ne sont pas réglables, donc maintenant avec les générations qui grandissent, c'est un peu un problème aussi parce que les générations ont grandi de 10-12 cm depuis 44. Donc, Ouais. On devient un peu grand pour rouler avec ça. On doit quelquefois un peu transformer les sièges aussi parce que les grands sont embêtés, ils ont un peu les genoux dans Bah, le plus difficile, je pense que c'est pour rentrer, parce que vu que la colonne de direction est assez fine, ouais. une fois qu'on a passé une jambe de chaque côté, ça va, mais c'est vrai que j'ai toujours cette image qui me revient en tête des GI entre guillemets. Bah oui, c'est des GI du coup. Voilà, donc maintenant pour remettre la première, il faut faire attention parce que ça va craquer. Oui, bah, je vais m'arrêter Vous complètement. pouvez l'arrêter, ouais. Voilà. Mais cette image des GI qui tombent beaucoup sur internet quand on parle de la Jeep, où ils sont donc les 3 pilastres puisqu'elle va être toujours à l'arrière, où ils passent dans des bosses et où ils sont vraiment secoués et on se dit mais comment est-ce qu'ils arrivent à rester dans le siège sans ceinture? Il n'y a pas de ceinture. Il y a une petite courroie ici pour ne pas tomber, mais on n'est pas attaché sur le siège. Oui, c'est ça, on n'est pas attaché. Et puis quand tu vois les bosses qu'ils prennent, Ouais. ils prennent vraiment les bosses qui Bon, servent écoute, de test de suspension. Ça. Bon, faut dire que nous, à notre époque, on ne fait plus ça non plus, hein, parce que Non, mais peut pas tout on ne fait plus abîmer. ça parce que Ouais. c'est devenu de la collection et que c'est Voilà. devenu cher comme véhicule. Mais à la base, c'est un véhicule qui était supposé résister à ça quand tu devais te barrer vite parce que tu avais les Allemands derrière, quoi. Et le pare-brise fait quand même bien son office. Hein. Quand on roule pas vite, là, je suis en promenade littéralement. Oui, c'est vrai que si vous baissez le pare-brise, vous ramassez beaucoup de vent dans la figure. Ouais, c'est ça, la fameuse boîte 3 vitesses. Je pense que c'est la première voiture avec une boîte 3 que j'ai la possibilité de voir dans test drive. Ah ouais. Parce que la Simca Fiat Ardita avait une boîte 4, Ouais. malgré qu'elle avait encore quelques années de plus. Là, on voit le chemin. Si vous voulez, on va pouvoir. Je vais quand même remettre la première vu que... Ce qui m'étonne aussi, c'est la sonorité du véhicule. C'est vrai qu'il y a, malgré que ça tourne à l'essence, il y a un petit côté tracteur agricole quand même dans la sonorité. Moi, je trouve que ça fait pas beaucoup de bruit, hein, non? Ça fait pas beaucoup de bruit, mais là, quand on accélère un petit peu, la sonorité me fait penser aux anciens tracteurs. Ah ouais. Et alors, le bruit typique de ça, c'est on entend fort le ventilateur de radiateur. Ça fait un bruit un peu sourd comme ça. Ça, c'est caractéristique de la Willys. Enfin, de la Jeep, pas nécessairement de la Willys. Alors tu en sers régulièrement sur les matinales avec Brennan ancienne. Ouais. Est-ce que tu utilises également pour faire du tout-terrain avec ou... Non, je fais pas de tout terrain. Je fais juste des balades comme ça sur le dur. Là. Non, je fais plus ça dans le temps. Je faisais ça, mais bon, ça devient trop onéreux. On abîme trop. Les heures champs sont quand même assez chères, donc on évite de casser. En vitesse de pointe, je voyais sur les différents sites internet qu'il était donné pour 105 km/h en pointe. Oui, c'est le maximum, c'est 105 km/h, c'est 60 miles. Et un mile, c'est 1600 mètres. Donc, Ouais. voilà, c'est 100 à l'heure, 105 à l'heure. Mais je vais même dire que 105 à l'heure, c'est déjà... Ouais, je pense qu'il faut être courageux quand même pour rouler à 105. C'est fort vite, hein, parce que moi je trouve une belle vitesse, c'est du 60, 65 à l'heure, 70 à l'heure. Ouais, je pense que ouais, c'est pas mal déjà Parce que après ça vibre beaucoup, puis ça n'est plus fort agréable. On est fort secoué, on est fort... Ouais, et puis sur les routes européennes avec toutes les priorités de droite et ouais, virages, voilà. Faut savoir freiner faut aussi. être motivé. Oui, ça, même sur autoroute, je pense que c'est pas
On évite, moi je fais quand même beaucoup de manifestations à longue distance, donc je vais en Provence, je vais dans le Pays Basque, tout ça, mais j'évite de prendre des autoroutes, ça va trop vite. C'est pas adapté pour ça. Hop. Et pour couper, donc c'est juste. Ouais, faut juste couper là, voilà. Ok. Ça va, il vous laisse en vitesse, il faut qu'on mette le frein. Voilà, ça va, ça a été là-bas là. On recule pas, ça a été, ouais. Yep là. Alors, finalement, au niveau du tableau de bord, c'est assez complet, il manque juste le contour finalement pour. C'est vrai, ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de voitures modernes qui n'ont pas tout ça. Les petites plaquettes, le contrôle de la transmission, les avertissements à la plaque signalétique, bien visible. Sur beaucoup de voitures modernes, les plaques signalétiques sont planquées sous le capot, personne ne sait où elles sont. Même les gars du contrôle technique sont là en mode il est où le numéro de châssis? Et ici, c'est l'extincteur, encore un extincteur d'origine. Ah oui, j'avais pas fait attention à ce que c'était, j'avais vu qu'il y avait une bouteille là-bas, mais si c'est un extincteur à poudre, je pense que la poudre est probablement agglutinée dans le fond. Il est là pour le fun, hein. Ouais, je me doute. J'en ai un mot derrière. Alors le TP35 qui est inscrit sous le pare-brise, il a une signification aussi? Oui, ça veut dire tire press, 35 livres, c'est la pression des pneus. Ah d'accord. Et donc à l'époque, il parvenait à rajouter de l'armement. Oui, on peut rajouter de l'armement, elle pouvait être équipée d'une pointe 30. Ici, il y a une colonne qui se mettait ici, attachée au châssis, avec un mitrailleur sur le siège arrière. Ouais. Elle pouvait être équipée comme ça. Pas toute, hein, bien sûr. Elle pouvait être équipée comme ça. Il y avait moyen de faire pivoter l'arme ou... Oui, elle tournait sur le pied, il y avait une pièce avec les munitions, elle tournait sur l'axe du pied. Ouais, c'était bien fait. C'est un peu comme le dos bar, ça dépend des fonctions. Il y avait aussi des types radio, il y avait une radio derrière ici, pas toutes non plus, certaines. Des radios avec une longue antenne. Les Allemands ont, je pense, fait moins de films sur la guerre que la France, mais bon, la France a bien rigolé après la guerre avec la 7e compagnie, etc. Et la Jeep, finalement, n'est pas très présente dans les films, j'ai l'impression, de guerre français de l'époque. C'est vrai. Dans la 7e compagnie, on n'en voit pas non plus. Ouais. Non, on n'en voit pas. Non, on voit généralement plutôt les véhicules allemands. Ouais. Vu que l'allemand est fort prisé, hein. Tout a été détruit, donc c'est difficile à trouver. Bon, maintenant, on fait aussi des reproductions de la Jeep allemande, c'était la Volkswagen. On refait beaucoup de copies, on réemboutit des tôles et on refait des voitures comme ça. Enfin, ça n'a pas le charme de l'authentique. Et des voitures authentiques allemandes, on en trouve. Tout a été détruit en 1945, les gens ne voulaient plus les voir, donc on a tout cassé. Je me doute bien que à la limite même les Allemands étaient contents de ne plus les avoir. On a perdu la guerre. On n'a jamais fait la guerre. C'était un mauvais rêve. Par contre, j'ose pas imaginer la quantité de peinture kaki qui a été utilisée. Surtout qu'à l'époque, tous les véhicules militaires étaient peints dans cette couleur-là pour se camoufler au mieux. On a vu les acheter par palette. Hein. Ah, je pense qu'ils ont dû en acheter énormément. Surtout qu'il n'y a pas un truc qui n'est pas peint dans cette couleur-là, quoi. Même les tissus des sièges sont assortis. Les seules choses qui ne sont pas dans ce kaki, bah, c'est les marquages blancs avec l'étoile. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de la guerre d'Algérie. Vous savez, les véhicules qui ont participé à cette guerre-là, de mémoire, n'avaient pas l'étoile parce qu'elle pouvait être confondue avec les véhicules ennemis. Ah, mais les Jeeps qui ont fait la guerre d'Algérie, ce n'étaient pas les Américains, c'est les Français. Hein. Oui, mais... Les Américains qui avaient une étoile. De retour au cimetière. Voilà. Cimetière sur lequel il y a aussi des tombes de guerre du Commonwealth, donc on est dans le thème. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y a un élément auquel on n'a pas parlé, donc c'est un véhicule cabriolet entre guillemets, mais il y a quand même une bâche. Ça se monte rapidement le toit? Ah oui, vous basculez. Vous basculez ici les deux tubes comme ça, et la toile vient s'attacher comme ça, elle se clipse ici dans le chose du pare-brise, dans le petit téton qu'il y a ici. Bien sûr, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de côté, hein. C'est juste une toile au-dessus et derrière. Mais au moins ça permet quand même de ça permet plus ou moins abriter. Ça permet de ne pas avoir la pluie sur la tête, mais
Les épaules, tout ça, c'est mouillé, hein. Faut pas rêver. Hein. Les fans de Citroën ont peut-être pensé à ce détail. Si on oublie de recapoter quand il pleut, est-ce qu'il y a une évacuation au plancher, comme sur la Méhari, qui se lavait au tuyau? Tout à fait, il y a des trous d'eau ici. Vous voyez, il y a ici il y a des trous, quand on a dit plein d'eau, on s'est enlevé. Normalement, il y a un bouchon que je ne mets pas, mais il y a un bouchon, on tire le bouchon pour vider l'eau. Et donc, ici, en dessous du réservoir aussi, c'est une partie encore plus basse, il y a des bouchons ici, on s'est enlevé les bouchons. Pour vider l'eau. Ah oui, c'est des beaux gros bouchons en plus. Ouais. Et en parlant de bouchons, on voit ici il y a une trappe aussi au-dessus du feu. Oui, ça c'est la prise de la remorque. Ça. Ah d'accord, c'est pour l'alimentation des feux. Pour l'alimentation de la remorque. C'est des 6 broches les remorques ou Ici 4 broches. 4 broches. 4 broches. Ah, il n'y avait pas de clignotant en même temps sur le véhicule, donc voilà, ils ont viré les clignotants. Voilà. Alors je vois sur le côté droit, il y a une pin-up avec la signature Céline. C'était d'époque ça ou... Non, c'est une petite fantaisie à moi. Ça. La pin-up, c'est la pin-up qu'il y a sur le film, sur l'avion, le B-17, le Memphis Belle. Et Céline, c'est le prénom de ma fille. Voilà. Ah oui, je me disais, madame ne s'appelle pas Céline. Non, c'est un petit peu une fantaisie. La grille inversée comme chez Ferrari à l'époque. C'est une voiture de compétition. Comme chez Ferrari. Alors là, à côté, là... Le maniement des deux leviers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous tirez sur le premier levier pour mettre le 4x4 et vous poussez sur le levier de droite pour avoir la vitesse lente. Et alors si on met le levier de droite sur neutre, donc on est en pure propulsion à ce moment-là? Là on est en rien du tout. Ah d'accord, c'est pour le remorquage? Non, pour le remorquage, ça c'est juste pour le remorquage. Vitesse maximale sur route, 65 miles par heure, motivé quand même. Hein. 18 en marche arrière. 18 miles, hein, on rappelle. Ça va, 18 miles par heure en marche arrière, c'est correct. C'est vite. Hein. Ouais, quand même. Bah, surtout avec un véhicule sans porte. Alors c'est bien, c'est comme on est secoué, on a froid, on a tout. Tout le monde en veut, tout le monde en rêve. Mais... Techniquement, tu peux t'attacher, mais bon, ta main est dehors. Quoi, donc... Tout le monde aime bien ça, mais on est secoué, on a froid. Ouais. Ça freine pas fort. C'est ce véhicule-là, c'est ça qu'on aime. Quoi. Ouais, bah c'est pour ça que je regardais. Bon, je regarde toujours la météo avant les tournages parce que tourner sous la pluie c'est pas agréable, mais je me suis dit là, une Jeep s'il pleut, c'est. Quand vous partez au matin, que vous allez faire une balade et que vous dites ça y est, il pleut toute la journée, c'est pas marrant. Hein. C'est pas marrant du tout. Même avec la toile, avec la bâche. Et donc, on parlait tout à l'heure du frein à main, retour sur la planche de bord, donc c'est l'espèce de grosse poignée à côté des compteurs. Quand ils vont bien, ils sont efficaces à 50%. C'est toujours assez problématique de les faire freiner convenablement. Du coup, c'est plus efficace de les laisser en première. Ouais, c'est plus sûr. Et tiens, je viens de voir également qu'en dessous de la pédale, on a également une trappe. Ouais, ça, c'est la trappe pour aller contrôler le niveau d'huile des freins, du mètre-cylindre de frein. Et on peut voir les différents interrupteurs aussi. Avec donc déjà un gaz à la main, un accélérateur à main. Oui, le throttle. Donc ça, ici vous avez l'accélérateur à main. Ici, celui-ci. Et ici vous avez le choc, le starter. Quoi. Alors ici les phares. Là. Ici le BO Drive, c'est le petit phare de guerre qui est là. Le phare là, c'est actionné par ici. Et ici c'est l'iPanel, c'est pour éclairer le tableau de bord. Le tableau de bord est éclairé par ces petites choses là. Vous voyez? Ouais. Ça éclaire bien la nuit? Alors non, ça n'éclaire pas bien, mais alors, le changement de phare, c'est ici. Il y a une pédale ici. Voilà, on appuie ici. Attends, je vais filmer la pédale. Pour changer les phares, c'est cette pédale ici. Hop là, je sais pas si... Ouais, tu la vois? Bah moi je la vois, mais je sais pas si la caméra la capte ou pas. Mais enfin c'est au plancher quoi donc. Donc ça c'est pour les grands phares. C'est fort aléatoire. Ouais, je vois ça. Et du coup le phare discret, je sais pas si j'arriverai à le capter ou pas. Le phare discret il marche pas. Ah. Le phare discret il marche pas. Donc on a la boussole. La boussole, elle est d'époque mais elle est foutue dedans. On en parlait tout à l'heure, le pare-brise est rabattable, sauf qu'il y avait ma caméra dans le chemin, donc on l'avait pas rabattu. Maintenant qu'on a fait de la place, nous avons la possibilité de le rabattre. Et ça c'est la partie que j'ai toujours trouvé étonnante, c'est que ça se rabat sur base d'une charnière qui est entre guillemets aussi loin
Quand on le voit de base, on aurait l'impression que le point de pivot se trouverait ici à peu près, quoi. On approche de la fin de cet épisode. Donc on va arriver sur la partie que certaines personnes attendent, les points forts et les points faibles, selon toi, de ton Willis. Ou de ta Willis d'ailleurs. Les points forts, bon, on s'amuse énormément avec ça. Les inconvénients, c'est quand le climat n'est pas bon, là, on se marre plus du tout. Ça, ce sont les points faibles. Maintenant, mécaniquement, la boîte de vitesse est un peu fragile. Et voilà, à part ça, je crois qu'on a énormément de satisfaction avec ce véhicule. Ça fait partie de tous ces petits inconvénients font partie de l'histoire. Du coup, fin de la vidéo. Merci Michel pour ta participation. Merci Gaëtan de l'invitation. Et merci à tous les amis là, qui vont nous regarder là, partout. Là. Encore un grand merci et à bientôt peut-être, encore une autre fois. Big up au matinal, puisque c'est la plupart du temps là qu'on se rencontre. C'est là qu'on se Brigitte, rencontre au Thierry, toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que Brigitte et Thierry, ils sont toute une équipe à gérer. Et ils organisent ça vraiment bien. De main de maître, et en plus on a eu la chance des matinales avec nous, puisque la grosse boule jaune est là en octobre, ce qui n'était pas gagné d'avance. Voilà. Donc voilà. Allez. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci à toi. Et puis nous on se retrouve dès le mois prochain pour le prochain épisode de Test Drive. Pour ne pas le rater, quelques petits gestes simples, l'abonnement et la cloche. Puis si vous voulez soutenir le paddock, vous pouvez bien sûr rejoindre la chaîne ou faire un petit don via Utip. Tous les liens sont en description. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye. Salut.